Après ce générique qui nous a servi de jingle et de transition, nous avons grand plaisir à recevoir sur ce plateau un consultant, un éloquent consultant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va intervenir dans le domaine du droit privé, du droit du travail et du droit des affaires. Vous le connaissez déjà. Il se nomme Monsieur Isaac Tagro. Il est juriste et par ailleurs doctorant en droit privé. Bien le bonjour à vous. Bonjour à vous, mademoiselle Echi. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Je vais très bien, Dieu merci, vous au moins, vous avez pensé à moi. Oui. Eh bien, avec vous, nous parlons de la question du harcèlement au travail. Comme à l'accoutumée, nous allons nous exercer un petit peu en matière de définition. Eh bien, qu'est-ce que le harcèlement? Merci, mademoiselle Echi. Alors, on pourrait, pour être assez simple, définir le harcèlement, déjà, comme l'attitude de quelqu'un qui est un peu trop persévérant, un peu trop insistant. Et pour en venir au droit, dans le monde du travail, on pourrait définir le harcèlement à partir de l'article 5 du Code du travail. Donc, il s'agit des paroles, des propos, des gestes, des attitudes. D'accord, il y a vraiment un éventail d'actes matériels, d'accord, et dont le but, d'accord, est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, d'accord, vis-à-vis d'un collègue ou d'un employé, d'accord, ou alors le but est de dégrader les conditions de vie de l'employé et de porter atteinte donc à sa santé, aussi bien physique que mentale. Voilà. Alors, combien de types de harcèlement existent-il? Justement, vous verrez qu'il y a déjà un départ qui se fait à partir de cette distinction, de cette définition de l'article 5. Nous avons le harcèlement dit moral, le harcèlement moral, qui est vraiment une innovation du nouveau Code du travail, de 2015. Ça va, et le harcèlement moral, à côté duquel on a le harcèlement sexuel. Très bien. Voilà, qui était déjà prévu par le code pénal et qui est désormais prévu également par le code du travail. Très bien, donc harcèlement moral à distinguer du harcèlement sexuel. Pourtant, on a le sentiment d'entendre dans le harcèlement sexuel le harcèlement moral. Pour ma part, en tout cas, j'entends moral dans sexuel. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Oui, je vous disais tantôt que ces deux notions figurent à l'article 5 du Code du travail. Ce sont des notions voisines et donc la frontière est parfois poreuse, c'est vrai, mais elles se distinguent, je veux dire qu'elles peuvent se confondre au niveau des éléments constitutifs matériels, c'est-à-dire les gestes, les paroles, les attitudes, etc. Mais le but diffère selon qu'il s'agisse d'un harcèlement sexuel ou d'un harcèlement moral. Dans le harcèlement sexuel, ce sont des actes qui ont une connotation sexuelle et dont le but est assez explicite, le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, d'accord, voilà. Alors que dans le harcèlement moral, ce sont des actes qui ont simplement pour but de dégrader les conditions de vie d'un employé, de lui infliger une sorte de honte, de matraquage, si vous pouvez me passer l'expression. Voilà un peu la distinction. Très bien, alors quelles sont les méthodes utilisées par les harceleurs pour faire pression sur leurs victimes? Justement, vous voyez, ce sont des choses assez pratiques. Et permettez-moi de sortir un peu du milieu du droit pour vous prendre l'exemple d'un entraîneur de football qui parle à ses joueurs, qui va haranguer ses joueurs avant un match. Il peut leur parler en des termes assez forts, assez vifs, on va les dire comme ça, sans toutefois les insulter. D'accord. L'employeur aussi est parfois un entraîneur. Vous comprenez, le chef d'entreprise qui doit motiver ses employés, parfois fouetter leur orgueil pour atteindre un résultat, parce qu'ils sont aussi en compétition. Vous voyez. Et donc la frontière, comme je dis, est vraiment assez difficile à établir. Et dans tous les cas, il reviendra au juge d'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer est-ce que les faits posés ici ou les faits accomplis ici par l'employeur sont des actes de harcèlement. Alors, quels sont les actes? Les actes sont multiples. Il peut s'agir, par exemple, des jurisprudences établies d'un employeur qui, pour rappeler à son employé quel temps vers l'âge, excusez-moi, de la ménopause sans être marié, d'accord, lui envoie régulièrement des pots de fleurs, des bouquets de mariés. Vous voyez, bon, c'est pas méchant, c'est peut-être pas méchant, comme vous l'avez dit, il s'agit d'interprétation de la part du législateur, du juriste. Du juge, en fait. Du juge. Voilà, ou alors il peut s'agir de mots, on a une autre jurisprudence, un employeur qui appelle son employé par le nom d'une actrice de cinéma. Vous comprenez? Voilà. Imaginez qu'on vous appelle
plutôt que vous appelez mademoiselle Etienne Colette, on vous appelle mademoiselle Marilyn, Sarah, par exemple. Oui, Marilyn Monroe. Ouais, Par là, exemple. encore que là, voilà, on pourrait faire le parallèle. Mais c'est-à-dire que on a tendance à penser que le harcèlement existe dans l'imaginaire, d'accord, ou alors dans l'esprit de la victime, d'accord, et il lui revient de prouver au juge l'existence de ce harcèlement-là. Et du coup, la loi est assez large et assez généreuse en ce qui concerne les actes qui peuvent être admis comme constitutifs de ce harcèlement. On va ensemble essayer d'étudier le comportement des harceleurs. Quel peut être le profil parfait d'un harceleur? Justement, alors, le harceleur est quelqu'un d'assez prudent, généralement, d'assez prudent, d'assez méticuleux, d'accord. Et un auteur disait que un harceleur ne laisse pas de traces. Vous voyez. Par exemple, vous voulez prouver l'existence d'un harcèlement sexuel, puisque je vais en parler d'abord, un harcèlement sexuel. Ok. L'employeur ou le collègue pourra procéder par des gestes, par des paroles, par des appels anonymes, etc., etc. Mais ce serait rare quand même de voir qu'ils vous écrivent, écoute, voici, chers collègues, ce que je veux, etc., etc., vous comprenez. Voilà, donc c'est assez difficile de le prouver. C'est pour cela que le Code du travail nous dit que le harcèlement se prouve par tout moyen. D'accord. Je ne veux pas vraiment m'étendre sur certaines choses ici pour ne pas emmener certaines personnes mal intentionnées à prendre des précautions. Vous comprenez. Mais pour vous faire comprendre que le législateur a tenu compte quand même de cet état de fait-là. Du fait que les harceleurs ne se distinguent pas à l'œil nu. Effectivement. Et donc, il y a des mécanismes quand même assez sérieux mis en place par le législateur pour pouvoir les prendre à leur propre piège. Effectivement, ils sont assez subtils dans leur démarche, donc tout de suite, on ne peut pas forcément distinguer que c'est un harceleur, mais ça peut en être un. Voilà. Très bien, j'aimerais qu'on puisse ensemble savoir si le harcèlement est un terme qu'on utilise seulement entre employeurs et employés, mais pas entre collègues. Est-ce le cas? Alors, à lire de prime abord les dispositions du Code du travail, l'article 5, ou l'article 356 du Code pénal, d'accord, sauf erreur de ma part, mais je pense que c'est bien l'article 356 du Code pénal. On pourrait penser que le harcèlement ne peut être commis que par un employeur vis-à-vis d'un employé, d'accord. Mais il existe des cas dans la jurisprudence, dans les cas des décisions de justice, dans lesquelles on a admis le harcèlement, d'accord, sexuel ou moral, d'accord, d'un simple collègue, d'un collègue, vous comprenez. C'est-à-dire à partir du moment où on a les actes matériels, donc des attitudes, des propos, des paroles, etc., d'accord, dont le but est d'infliger une sorte de peine morale, de dégrader moralement la santé de l'employé, d'accord, ou d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, on pourra parler d'harcèlement moral ou sexuel, sans tenir compte, n'est-ce pas, de la qualité de supérieur hiérarchique de l'individu qui est auteur de ces actes-là. Très bien. Alors, comment le droit du travail réprime le harcèlement? Alors, pour réprimer le harcèlement, il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler la répression civile et la répression pénale. D'accord. Voilà. Quand on parle de répression civile, elle consiste généralement en droit en ce qu'on appelle les dommages et intérêts. D'accord. Nous avons ce que nous appelons l'article 1832 du Code civil, 1382, je suis en train de définir le contrat. L'article 1382 du Code civil qui dit tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, vous voyez, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Autrement dit, lorsque vous causez un dommage à un individu, vous devez le réparer. Et donc, en vous fondant sur cet article et sur l'article 5 du Code du travail, vous pourrez avoir droit à des dommages et intérêts si vous êtes victime de harcèlement. D'accord. À travers ces dommages et intérêts prennent la forme d'indemnités, d'accord, qui vont selon l'article 18.5 du Code du travail, qui vont de 3 mois de salaire jusqu'à 20 mois de salaire. Très bien, très bien. À l'appréciation du juge. À l'appréciation du juge. C'est la sanction civile, d'accord. Et la sanction pénale qui est prévue par le code pénal, l'article 356 notamment, je crois que vous avez un an de peine d'emprisonnement, 1 à 5 ans de peine d'emprisonnement, je crois, et puis 1 à 6 millions d'amendes. Voilà. Dans tous les cas, une amende pourra être payée et puis une peine d'emprisonnement. Voilà.
Très bien. Alors, avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est victime d'actes de harcèlement? Lorsqu'on a déjà les premiers signaux, comment faut-il réagir? Alors, parlons du harcèlement, je voudrais quand même dire que les employés ne doivent pas avoir peur de dénoncer, d'accord, de dénoncer les cas de harcèlement. Parce que la loi organise vraiment leur protection. Non seulement au niveau de la dénonciation, c'est-à-dire lorsque vous dénoncez le harcèlement, même après la dénonciation, vous êtes quand même protégé. D'accord? Et les collègues qui vont, puisque la preuve se fait par tout moyen, elle se fait par exemple, il y a ce qu'on appelle la preuve testimoniale, c'est-à-dire la preuve par témoignage. Les collègues qui viennent témoigner sont également protégés. Vous comprenez? Et même quand vous êtes licencié parce que vous avez dénoncé un harcèlement, il y a ce qu'on appelle la réintégration de droit, c'est-à-dire l'employeur est obligé de vous réintégrer. Quand vous dites que l'on est protégé lorsqu'on dénonce un cas de harcèlement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que au niveau de la preuve est d'abord facilitée. D'accord. On n'exigera pas de vous un écrit, on n'exigera pas de vous une lettre de l'employeur. Non, la preuve est assez libre, d'accord. Deuxièmement, vous ne devez pas craindre des représailles de l'employeur parce que le droit du travail fait, c'est vrai que la loi n'est pas parfaite, mais le droit du travail fait de telle sorte, agit de telle sorte que l'employeur ne puisse pas plus tard, n'est-ce pas, vous garder grief, vous garder une certaine rancune, d'accord, et puis vous pousser à la sortie. J'ai envie de dire ça, voilà. C'est plutôt théorique. Oui, c'est assez. Dans la pratique, écoutez. Oui, c'est assez théorique. Aussitôt fait, aussitôt réaction très vive de la part de l'employeur. C'est assez théorique. C'est pour cela que quand vous estimez être victime de ce genre de choses, parce qu'il y a également le revers de la médaille, c'est que lorsque vous accusez quelqu'un de harcèlement, alors qu'il n'en est rien en réalité, vous exposez aux dispositions de l'article 382 du Code pénal, la diffamation, etc. Oui. Mais également, ça risque de créer dans l'entreprise une ambiance assez délétère, assez c'est à double tranchant parce que voilà. Et c'est d'où l'intérêt, ou du moins la précaution à prendre, qui est d'aller voir un juriste avant de porter plainte contre son employeur. Exactement. Pendant que, d'abord, si vous pouvez ignorer en espérant que l'auteur finira par se décourager, d'accord, vous ignorez, et si ça persiste, si ça continue, d'accord, vous essayez de voir un spécialiste, et puis on vous dira un peu, pendant que l'autre tisse sa toile, comment est-ce que vous pouvez vous aménager une porte pour en sortir. N'est-ce pas? Et pour le piéger, pour le prendre à son propre piège. Voilà. Ou alors, l'idée n'est pas de le prendre à son propre piège, mais je vais dire de vous en sortir sain et sauf. D'espérer qu'il arrête. Bon, d'accord, si vous le dites. Eh bien, je pense que nous avons essayé de faire tant bien que mal le tour de cette question. Avant de nous quitter, il sera intéressant de revenir de façon plus posée sur les deux types de harcèlement, harcèlement moral et harcèlement sexuel. Quel est le distinguo à faire entre les deux? Quelles sont les caractéristiques de ces deux types de harcèlement? Merci pour la question. Alors, le harcèlement moral, il consistera donc, comme nous l'avons dit tantôt, en des gestes de l'employeur, en des propos, en des attitudes, d'accord, dont le but est d'humilier l'employé. Vous comprenez? Ça peut être même de simples reproches. Regardez par exemple un employeur qui dit à son employé, l'âge que tu as et l'état de ton cerveau par exemple ne te permettent pas de comprendre les nouvelles technologies. Oh, ça c'est méchant, c'est une injure. Vous comprenez, vous voyez. Et ce genre de propos répétés, d'accord, ou alors le fait de retirer à l'employé certaines responsabilités, de lui imposer un traitement assez dégradant, vous voyez, montre le caractère abusif ici de l'autorité, d'accord, dont l'employeur fait usage. De telle sorte qu'on pourra ici parler d'harcèlement moral. Parce que le but n'est pas d'obtenir, vous comprenez, des faveurs de nature sexuelle, mais plutôt de ridiculiser l'employé. Très bien, très bien, voilà. Très bien. Alors, il y a d'autres mécanismes, parce que, par exemple, lorsque vous retirez à un employé ses responsabilités, d'accord, je profite pour le dire en même temps, après la première émission qu'on a eue ici, on a eu des appels où des employés ont estimé qu'après le changement du supérieur hiérarchique, le nouvel arrivant leur a retiré des responsabilités, d'accord. Alors ici, plutôt que d'aller sur le harcèlement moral, on pourrait étudier d'autres mécanismes, comme un licenciement abusif imputable à l'employeur. Bon, voilà, on ne peut pas tout dire ici. Mais je veux dire, voici un peu le but du harcèlement moral, c'est d'humilier, d'atteindre l'employé, mais surtout dans son intégrité morale. Même si cela peut avoir des répercussions physiques, mais dans son intégrité mentale, psychique. D'accord? Voilà.
Et le harcèlement sexuel, ce sont des attitudes qui ont une connotation sexuelle. Une connotation sexuelle. Et dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Très bien. Donc, tout est dans l'objectif que le harceleur veut atteindre. Voilà, qu'il faudra prouver. Qu'il faudra toutefois prouver. Voilà. Et le conseil qu'on pourrait donner, si vous le permettez, c'est de dire aux employés de ne pas jouer les justiciers. Masqués ou non, il ne faut pas jouer les justiciers. C'est-à-dire quand votre employeur, vous estimez vous êtes victime de harcèlement, il ne faut pas rétorquer, il ne faut pas, même si c'est un collègue, il ne faut pas rétorquer. D'accord, la justice est faite pour rendre justice justement. Du moins, quand je dis la justice, je parle de la justice en tant que service public, est faite pour rendre justice. Parfois, la justice est tellement procédurière que les gens préfèrent régler leurs affaires par eux-mêmes. Oui, mais en même temps, les garanties aussi sont mises pour protéger la présomption d'innocence parce que lorsque vous attaquez quelqu'un pour harcèlement sexuel, vous estimez que peut-être que la justice est lente. Mais quand c'est vous qui faites l'objet d'une procédure d'harcèlement sexuel et que le juge estime que des preuves soient apportées, que vous soyez mis en situation de vous défendre, là vous allez effectivement dresser un tapis d'éloge au juge. Voilà, c'est clair, c'est clair. Donc, la vision change selon la position de chaque... Donc des précautions sont prises pour rendre une justice assez, je dirais, assez juste. Voilà, si vous permettez l'expression. Oui, je vous la permets parce qu'effectivement, c'est ce qui passe parfaitement. Eh bien, c'est ici qu'on va se dire merci. Merci donc pour cet entretien que vous avez une fois de plus honoré avec votre éloquence. Je vais quand même arrêter de vous faire des éloges parce que vous allez commencer à vous transformer en une tomate tant vous allez rougir. Je suis allergique au pollen, mais quand on comme ça, voilà. C'est pas mal, hein? Je crois que cette blague est bonne à prendre. Très bien. Un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs et bien sûr des remerciements que vous voudriez adresser. Bien sûr. Parlant de remerciements, il faudrait que je commence par vous, mademoiselle Etchekoulette, et toute l'équipe qui nous permet à chaque fois de nous exprimer sur votre plateau. C'est moi, c'est nous. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Et puis, je voudrais d'autre part remercier ces téléspectateurs qui nous appellent, qui nous donnent soit des encouragements, qui nous posent des préoccupations assez pratiques, des questions assez pratiques. Et c'est un plaisir toujours renouvelé, sans cesse renouvelé, que d'être ici sur votre plateau. Ok, c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir car nous abreuvons à votre source qui ne tarit jamais et nous avons pu le constater. Merci encore à vous, monsieur Isaac Tagro. Je rappelle que vous êtes juriste et par ailleurs doctorant en droit privé. Merci encore à vous. C'est sûr qu'on vous retrouvera très vite sur ce plateau. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire la promotion de vos activités socioculturelles, de vos prestations de services, de vos entreprises. Alors n'hésitez pas à nous faire confiance en nous joignant aux différents numéros qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur les antennes de Business 24 Africa. Au revoir.